Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Camille Modica, je suis la responsable communication de la clinique du Parc à Lyon, qui appartient donc au groupe C2S. Donc ce soir, un webinaire autour de l'épaule douloureuse chronique. Pour le présenter, le docteur Jérôme Garret, chirurgien orthopédique donc, à la clinique du Parc à Lyon, et le docteur Philippe Lacroix, qui est donc médecin du sport. Merci Camille, de nous laisser cette opportunité de faire ce webinaire autour de l'épaule douloureuse chronique. Merci à Meredith Santé de nous donner aussi cette opportunité. Donc on va co-présenter. Je suis le docteur Jérôme Garret. Et je suis le docteur Philippe Lacroix. Alors, donc nous travaillons à la clinique du Parc de Lyon, une clinique de chirurgie orthopédique au sein du département de l'épaule qui réunit 3 chirurgiens, le docteur Sophie Gros-Claude, le docteur Christophe Lévigne et moi-même. Et moi, je complète l'équipe sur le plan médical d'une activité de médecine du sport spécialisée dans l'épaule. Et puis, on a un service de radiologie ostéo-articulaire dédié, ainsi qu'un service de rééducation dans lequel il y a une balnéothérapie. Alors, je vous invite également à visiter 2 sites sur Internet. Celui des Shoulder Friends Institute, c'est un groupe de 10 chirurgiens dont je fais partie. Vous trouverez des actualités autour de l'épaule, vous trouverez éventuellement des correspondants si vous souhaitez travailler avec des chirurgiens spécialisés de l'épaule. Et puis une chaîne sur YouTube qui s'appelle Garretarium, c'est une de mes fellows qui lui a donné ce nom-là, et vous allez trouver un peu en vrac des petites vidéos sur les pathologies de l'épaule, aussi des prothèses, butées, réparation de coiffe, résection latérale de clavicule. Bref, vous avez un peu d'informations que vous pouvez aller piocher sur ces 2 sites Internet. Alors Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet. On a prévu d'aborder 5 questions. Le domaine va être assez vaste, mais d'abord l'épaule a souvent la réputation d'être une articulation difficile. Les diagnostics sont souvent difficiles. Et finalement, toi, dans ta pratique quotidienne, comment fais-tu pour examiner et diagnostiquer simplement une épaule douloureuse chronique ? Alors effectivement, la douleur, c'est le motif principal de consultation concernant l'épaule. Et une entité extrêmement importante dans cette articulation, c'est l'évaluation de ses amplitudes articulaires. Et l'objectif, c'est de trouver une situation d'examen simple, reproductible, qu'on a qualifié en 3 temps, 3 mouvements. Le patient est examiné de manière allongée, passive et surtout comparative. Et on va alors utiliser notre outil qui nous rappellera notre collège, le rapporteur, de manière à évaluer d'abord l'élévation antérieure. La position neutre 0, c'est bras le long du corps, et on va amener l'élévation antérieure jusqu'au le point maximal, sachant qu'on a une épaule qui est douloureuse, il faut aller doucement, mais il y a une nette différence entre une épaule raide et douloureuse et une épaule souple et douloureuse. Ensuite, on va évaluer la rotation externe dite RE1, le bras coude au corps fléchi à 90 degrés, et on va évaluer la rotation externe. Ensuite, l'abduction rotation externe, ou RE2, dans lequel on met toujours le bras, cette fois à 90 degrés et coude à 90 degrés, et on va amener le patient à, on vient en arrière peut-être, amener le patient en rotation externe, en abduction, rotation externe. Enfin, en position assise, on va évaluer la rotation interne avec des repères anatomiques, que ce soit les sacroiliaques, le sacrum, les épines de l'omoplate, de manière à ce qu'on puisse avoir une évaluation. Alors l'avantage, c'est que finalement, en 3 chiffres, on peut avoir une évaluation assez rapide de l'amplitude articulaire passive. Et on va la noter de manière symétrique. 180, c'est l'élévation antérieure, 45 degrés de rotation externe et main en rotation interne, T12. Et cet examen va permettre de suivre son patient et surtout de l'examiner. Alors là, ces jeux de patiente, on a une élévation à 175. Ensuite, bras coude au corps, on part de la rotation interne vers la rotation externe qu'on peut évaluer à 70 degrés. Et puis, 1 ou 2 fois, en fonction de la douleur, très doucement et de manière tout à fait souple. Et puis, on peut amener le bras en abduction-rotation externe chez cette patiente à 90 degrés. Chez cette patiente, on est à 175, 70.
Et je n'ai pas fait la rotation interne, mais assise, elle était en T12. Bon, alors tu nous dis que l'essentiel de l'examen clinique d'une épaule douloureuse chronique, c'est l'évaluation des mobilités passives. Pourquoi l'évaluation de ces mobilités passives sont si importantes pour établir un diagnostic? Parce que si on a une épaule raide et douloureuse, on peut déjà s'arrêter là. C'est soit une capsulite, soit une arthrose. Et il n'y a pas d'autre alternative. Donc finalement, tu as besoin, comme examen complémentaire, pour diagnostiquer une capsulite ou une arthrose, d'une radio. Si ma radio est normale, j'ai une épaule raide et douloureuse avec une radio normale, c'est une capsulite. Point. Le diagnostic déjà est fait. Et si on examine son patient doucement, calmement, ça prend 30 secondes, on a le diagnostic de capsulite rétractive. D'accord, mais la capsulite, elle n'est pas toujours primitive, elle est parfois secondaire. Alors effectivement, elle peut être secondaire à des pathologies médicales comme le diabète qui favorise la capsulite ou les tendinopathies calcifiantes. D'accord, mais l'essentiel, c'est d'abord de traiter la capsulite. C'est d'abord de traiter cette épaule raide et douloureuse. Bon, alors maintenant, tu as un patient qui a une épaule douloureuse chronique, tu as évalué ses mobilités passives, tu l'as mobilisé avec douceur, mais enfin, il est souple, parfaitement souple. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'épaule douloureuse chronique souple? Alors, si ce n'est pas la capsule, si ce n'est pas le cartilage, eh bien, c'est un problème de tendon, le plus souvent. Soit dans le cadre d'une tendinopathie calcifiante, soit dans le cadre des tendinopathies sans lésion, et puis ensuite toute la cohorte des ruptures, qu'elles soient partielles, superficielles ou profondes, ou intrinsèques, ou alors les ruptures dites transfixiantes de la coite. Et puis on a tout un tas d'autres diagnostics qui peuvent être soit isolés, soit complémentaires, en particulier l'arthropathie acromioclaviculaire, les tendinopathies du biceps avec les slap lésions, les névrites du nerf suprascapulaire, un petit peu plus rares, mais qu'on retrouve des fois dans les pathologies de Voruse, les conflits postéro-supérieurs chez notamment le sportif, le handballeur, le tennisman, et puis une forme un petit peu particulière auquel il faut penser, c'est les épaules instables à forme douloureuse pure. Mais dans ce cadre-là, on aura une notion traumatique antérieure. Bon, alors, donc l'épaule douloureuse, souple, le plus souvent, c'est un problème de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Effectivement. Alors, maintenant, on revient à une épaule douloureuse et raide. La radio est normale, c'est donc une capsulite, primitive ou secondaire. Comment tu prends en charge ces capsulites? Alors d'abord, on est d'accord, c'est un diagnostic clinique. Et c'est donc un déficit, principalement en rotation externe, en passif, donc c'est le déficit en RE1, mais qui peut s'accompagner d'un déficit en élévation antérieure et en rotation interne. C'est une pathologie qui touche plutôt le sexe féminin autour de la ménopause, mais je dois dire que ces 2 dernières années, j'ai été assez surpris de voir que j'en constatais de plus en plus dans le sexe masculin. Alors, je n'ai pas l'étiologie de cette augmentation de fréquence, mais ça m'a l'air, dans ma pratique personnelle, une réalité. Cette capsulite, comme on a dit tout à l'heure, elle peut être favorisée par le diabète ou les calcifications. Et le principal problème, c'est que c'est un temps de guérison long, en moyenne 1 année, et qui évolue en 2 phases. Une phase chaude inflammatoire d'installation progressive de la raideur, et puis ensuite une phase froide où on a une épaule qui est raide mais moins douloureuse. Alors, la thérapeutique, elle va reposer sur un triptyque. On a dit que c'était une épaule raide et douloureuse. Il faut impérativement soulager la douleur, et pour ce faire, on fait une infiltration qui doit, dans l'épaule, être obligatoirement sous contrôle scopique, voire éventuellement échographique, mais on a une meilleure visualisation pour sous ratio, et qui va n'avoir d'autre objet que de soulager la douleur. Ça ne guérit pas, on est bien d'accord dans ce cadre-là, mais ça diminue la douleur. Et ça va permettre aux patients de passer à cette 2e phase fondamentale qui est l'automobilisation, pour lequel je demande aux patients
tous les jours, matin, midi et soir, samedi, dimanche et jours fériés, de faire une dizaine de mouvements en élévation antérieure, main jointe, en rotation externe et alternativement en rotation interne, main devant, main derrière. C'est la répétition des mouvements qui va permettre de récupérer la mobilité. Il est très important de dire au patient que plus il bouge, moins il aura mal, et moins il bouge, plus ça va être douloureux. Et la troisième, c'est l'apport de la rééducation, de préférence en balnéothérapie. Alors ça dépend des régions dans lesquelles on habite, mais la balnéothérapie a prouvé son efficacité par un apport de confort, du fait que le chaud de la balnéo permet une relaxation musculaire, et puis enfin d'être en apesanteur. Alors, il y a quelque chose de très important dans la capsulite rétractile, c'est que comme c'est une pathologie longue, mais qui va récupérer, notre rôle de thérapeute, il va être de faire un peu un coaching. Il faut toujours positiver, pousser les patients à se mobiliser, pousser les patients à bouger. Il ne faut surtout pas immobiliser une capsulite rétractile. Plus on bouge, moins on a mal. Alors souvent, je compare pour lui faire passer le message, ça peut être un petit exemple, je ne sais pas comment vous faites, je compare l'épaule à un accordéon. Et je leur explique que c'est le soufflet de l'accordéon qui s'est collé, qu'ils ne peuvent plus jouer les notes de musique, non pas parce qu'il y a un problème de petit bouton ou de coach, mais parce que le soufflet de l'accordéon est collé. Et plus il est collé, plus on est rapidement limité et plus ça fait mal. Plus on a d'amplitude du soufflet, moins ça fera mal. Alors, le suivi psychologique, je suis bien d'accord, et c'est très important de rassurer les patients en leur disant qu'il n'y a rien de fragile dans leur épaule et qu'il faut impérativement assouplir une épaule. Même s'ils ont une rupture de coiffe associée, on n'opérera jamais une rupture de coiffe sur une épaule raide. Alors maintenant, tu as dit la radio est normale. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un bilan d'imagerie complémentaire chez un patient qui a une capsulite rétractile? Alors, de principe, non. Puisque si on a un bilan radio normal avec une raideur de l'épaule, on a un diagnostic de capsulite. En revanche, on retrouve de temps en temps une demande d'IRM d'emblée sans qu'il y ait de bilan radiologique, et on va retrouver chez ce patient un certain nombre de critères à l'IRM qui peuvent être précurseurs de la capsulite rétractile, avec un hypersignal en T2 au niveau de l'intervalle libre des rotateurs et un épaississement du ligament gléno-huméral antérieur de l'épaule. On a quelquefois à l'échographie un bilan radiologique normal. Et ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas de pathologie associée, on se retrouve donc avec une épaule raide et douloureuse sans lésion associée. D'où la normalité d'une écho. Les patients n'ont pas rien, ils ont une épaule raide et douloureuse. Et ça, c'est la capsulite. Bon, alors maintenant, et ça c'est un volume de patients colossal, hein, des patients qui souffrent de capsulite. Le diagnostic, il est fait simplement par une évaluation des mobilités passives. Tu nous as très bien expliqué comment il fallait faire pour les traiter avec un triptyque: soulager, assouplir, rassurer, moins j'ai mal, plus je bouge, moins j'ai mal. Ok. Alors maintenant, il y a un groupe fréquent, tu as fait ta radio, l'épaule est souple, et à la radio, il y a une tendinopathie calcifiante. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il faut que l'on retienne des tendinopathies calcifiantes? Alors effectivement, la tendinopathie calcifiante, c'est un motif assez important de consultation. Ça occupe environ 7% de la population générale et 85% de femmes, sur une tranche d'âge entre 35 et 55 ans, mais principalement entre 40 et 50. Alors le plus important, notamment dans notre pratique quotidienne, c'est de retenir que c'est une pathologie idiopathique. Idiopathique, je rappelle que ça veut dire qu'on n'a pas de cause connue à la formation de ces cristaux d'hydroxyapatite au sein du tendon. C'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie liée à une activité sportive. Il n'y en a pas plus chez les femmes qui font du hand, du basket. Ce n'est pas une pathologie professionnelle, qu'elle soit sédentaire ou active, et ce n'est pas une pathologie liée à l'alimentation. On mange du Roquefort, du Beaufort ou du Comté, ça ne change rien. Il n'y a pas de retentissement biologique de ces tendinopathies calcifiantes, ça ne sert à rien de faire un bilan pour évaluer le calcium. Ça se manifeste par des douleurs
soit à la mobilisation, soit principalement nocturne. Et il faut savoir que l'évolution spontanée, c'est la guérison. Parce que cette calcification, cette espèce de pâte dentifrice, ces pâtes dures, va migrer soit du côté bursal avec la fameuse épaule gelée hyperalgique qui dure 48-72 heures, soit à l'inverse du côté osseux et qui donne des syndromes douloureux un petit peu plus longs. Alors, il est important, et on a vu qu'il fallait faire une radio, parce que ça va nous permettre d'évaluer l'importance de la calcification et du type de calcification, parce qu'en fonction de la calcification, ça pourra avoir une incidence sur la prise en charge thérapeutique. Quoi qu'il en soit, le traitement médical prime, avec soit les anti-inflammatoires, les antalgiques de niveau 1 ou 2 et la cryothérapie, éventuellement les infiltrations, toujours à faire sous contrôle scopique, et puis la place de la rééducation. C'est la base du traitement. Ça doit rester médical. Et en cas d'échec du traitement médical, alors il y a une discussion et place à la chirurgie. Alors on peut discuter du délai de prise en charge. Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans? Ça va dépendre du patient. Mais l'implication de la radio et donc du type de calcification orientera un petit peu sur la prise en charge, puisque les chirurgiens opèrent plutôt le type A unilobé avec un contour net ou polylobé également à contour net, alors que le type C, un peu floconneux, nuageux, on va plutôt avoir tendance à prolonger le traitement médical. Alors, je rajouterais 2 choses. L'infiltration, elle est cette fois-ci sous-acromiale, sous scopie ou sous échographie, alors que l'infiltration de la capsulite, elle est gléno-humérale. Et puis, dans le traitement chirurgical, la complication principale, c'est la capsulite post-opératoire. Il faut bien que les patients soient informés. Il faut éviter des explorations gléno-humérales. Il faut rester dans l'espace sous-acromial quand on les opère sous arthroscopie. Et il faut éviter les acromioplasties associées. Alors du coup, si on élimine et qu'on a une épaule douloureuse mais souple, qu'il n'y a pas de calcification, que l'épaule est douloureuse, on a dit que le principal problème, c'était les tendons. Qu'est-ce qu'on faut retenir de la rupture de ces tendons, de la coiffe des rotateurs? Alors, quoi retenir des ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs en sachant que le sujet est très vaste? D'abord, il faut bien avoir conscience de l'anatomie que vous connaissez tous. En avant, le sous-scapulaire, en haut, le supraépineux, en arrière, l'infraépineux et le petit rond. On a une balance verticale. D'abord, la coiffe des rotateurs, elle est responsable du centrage de la tête humérale par rapport à la glène, et elle s'oppose en ça au deltoïde qui va avoir tendance à faire monter la tête humérale. Donc, il y a une balance verticale. Ensuite, il y a une balance horizontale entre les rotateurs internes, le sous-scapulaire, et les rotateurs externes, le petit rond et l'infraépineux. Donc, raisonnons l'épaule en termes de balance verticale et balance horizontale pour bien comprendre la physiopathologie. D'abord, les ruptures partielles. Une rupture partielle, c'est une rupture dans l'épaisseur du tendon, mais qui ne concerne pas la totalité de l'épaisseur du tendon. Les ruptures intratendineuses représentent 10% des ruptures partielles. Les ruptures partielles superficielles sont plus rares, 5%, et de loin les plus fréquentes sont les ruptures partielles profondes. Pourquoi? Les causes de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, il y en a 2 types. Des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Le facteur intrinsèque, c'est la maladie du tendon et c'est de loin la cause la plus fréquente des lésions de la coiffe des rotateurs. C'est lié à l'âge. Le tendon de la coiffe des rotateurs, c'est comme les plaquettes de frein, ça s'use avec le temps. Eh bien, l'âge est un facteur d'usure du tendon. C'est le feuillet profond qui rompt le plus souvent parce qu'il est moins bien vascularisé, parce qu'il se transforme, les ténocytes sont remplacés par des chondrocytes, le feuillet profond devient beaucoup plus dur, beaucoup plus cassant, beaucoup plus sensible à la rupture. Les facteurs intrinsèques, c'est le conflit sous-acromial, quand on a un bec acromial agressif, c'est le traumatisme, quelqu'un qui chute, c'est des micro-traumatismes, par exemple, dans le cadre du conflit postéro-supérieur du sportif, où on a des ruptures de la face profonde du tendon infraépineux.
Alors, ces ruptures partielles sont responsables d'un symptôme. Ce qui caractérise les syndromes de la coiffe des rotateurs, ce sont les douleurs nocturnes. Les patients ont des douleurs à prédominance nocturne parce qu'ils n'ont plus cette décoaptation inférieure liée au poids du bras qui augmente l'espace sous-acromial, parce qu'ils n'ont pas cette sécrétion cortisolée la nuit, ils ont plus mal quand ils ont la nuit. Il faut absolument évaluer la mobilité de l'épaule et l'épaule doit être souple. Le diagnostic d'une rupture partielle se fait sur l'échographie et on va compléter le bilan soit avec une IRM, soit avec un arthroscanner. Seulement, l'arthroscanner isolé ne permettra pas de faire le diagnostic d'une rupture partielle superficielle ou d'une rupture intratendineuse. Donc, nous utilisons volontiers l'association arthroscanner plus bursoscanner qui va permettre d'opacifier en phase profonde et en phase superficielle. Et il faut savoir que l'IRM et cette association arthroscanner-bursoscanner peuvent être complémentaires pour faire des diagnostics. Alors, que faut-il retenir des ruptures transfixiantes, puisque là, on vient de parler des ruptures partielles? Alors, la rupture transfixiante, c'est une rupture de la totalité du tendon. D'abord, elles sont extrêmement fréquentes. Entre 50 et 60 ans, sur des échographies faites à toute la population, on a 13% de patients qui ont des ruptures transfixiantes. Entre 60 et 70 ans, 20% de la population a des ruptures transfixiantes. Entre 70 et 80 ans, 30% des patients ont des ruptures transfixiantes. Au-delà de 80 ans, la moitié de la population a des ruptures transfixiantes des tendons de la coiffe des rotateurs. Le plus souvent, c'est le tendon supraépineux. Parfois, cette rupture s'étend en arrière, association supra- et infraépineux. Parfois, elle s'étend en avant, association supraépineux et sous-scapulaire. Les ruptures isolées du sous-scapulaire sont beaucoup plus rares et elles sont le plus souvent traumatiques, pures. Je reviens sur les causes de ces ruptures transfixiantes. Comme les ruptures partielles, elles sont soit dégénératives, c'est les causes les plus fréquentes, soit associées à un conflit sous-acromial, soit associées à un traumatisme, et souvent on a la combinaison de ces trois facteurs. Les ruptures traumatiques pures sont rares, elles concernent principalement le tendon sous-scapulaire, et c'est une urgence chirurgicale, car la dégradation de ces ruptures sont rapides, et souvent on se retrouve confronté à des ruptures qui sont irréparables. Donc, l'évolution d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Au départ, la balance verticale entre la coiffe qui permet une tête de rester centrée par rapport à la glène et le deltoïde reste équilibrée. Les patients sont purement douloureux. Et puis, cette rupture va s'aggraver. S'aggraver, s'étendre à plusieurs tendons. Le tendon va se rétracter et le patient va se plaindre à la fois d'une douleur et d'un manque de force. Et puis, souvent, la douleur finit par disparaître, mais là, c'est l'impotence fonctionnelle qui va prédominer. Et souvent, dans ces cas-là, on observe une excentration de la tête humérale avec une perte de l'espace sous-acromial. D'ailleurs, ça a été très bien décrit par cette classification radiologique de l'évolution d'une arthropathie de la coiffe des rotateurs selon la classification de Fukuda. Stade 1, l'espace sous-acromial est conservé. Stade 2, on a une diminution de l'espace sous-acromial. Stade 3, on a un pincement complet de l'espace sous-acromial avec un contact entre la tête et l'acromion. Stade 4 et 5, on a une arthrose plus ou moins évoluée gléno-humérale. Alors, quand on a un patient qui a une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, on va l'examiner. Bien sûr, on va essayer d'évaluer sa mobilité passive, comme tu nous l'as montré, son épaule est souple. Et si elle est raide, c'est qu'il a une capsulite associée. On va rechercher des signes de conflit. 2 tests, le signe de NIR, avec un accrochage douloureux à 90 degrés d'élévation. Le patient accroche il fronce les sourcils, il a mal à 90 degrés d'élévation. Le signe de Hawkins, où on va faire de la rotation interne, comme ça, douloureux, et ça recrée une douleur. Le palm-up test, pour tester le biceps, c'est un test qui est très peu spécifique, très peu spécifique. Et puis ensuite, on va essayer d'aller tester les muscles. On va d'abord faire la manœuvre de Job, très connue. On va faire contre-résistance, évaluer si on a une faiblesse. C'est un signe de rupture du supraépineux. Je rappelle que ce test a été décrit rapporté par Gilles Walsh après son fellowship auprès de Job. L'infraépineux va être testé en rotation externe contre-résistance. Et puis le sous-scapulaire, 2 tests, le press belly test, les mains sur le ventre, on avance les coudes en avant contre résistance. Si le patient ne peut pas avancer les coudes en avant, c'est un signe de rupture du sous-scapulaire.
ou le signe de Gerber, la main dans le dos, il va essayer de décoller la main du dos. S'il n'arrive pas à décoller la main du dos, c'est qu'il a une rupture du sous-scapulaire. Alors, ce test de Gerber est souvent faussé par la douleur, parce que le patient, les bursites sous-acromiales sont douloureuses quand on les met dans cette position-là. Ensuite, on va faire de l'imagerie, une IRM ou un arthro-bursoscanner. On va évaluer la rupture tendineuse dans le plan sagittal, en avant, au-dessus, en arrière. On va évaluer la rupture tendineuse dans le plan coronal, la rétraction du tendon. Le tendon est totalement rompu, non rétracté, stade 1, rétracté à l'aplomb de la tête humérale, stade 2, rétracté dans l'interligne gléno-humérale, stade 3. Le plus important, c'est l'évaluation du muscle, la trophicité du muscle. Si on est sous la tangente, il y a une atrophie. Si le muscle est au-dessus de la tangente, en coupe sagittale, il n'y a pas d'atrophie. Mais le plus important, c'est l'évaluation de la dégénérescence graisseuse du muscle. Un tendon rompu, ça va évoluer vers une dégénérescence graisseuse du muscle. Et quand il y a plus de graisse que de muscle, c'est-à-dire au-delà du stade 3, on est souvent dans une situation d'irréparabilité du tendon. Alors du coup, une fois que tu as décidé, enfin que tu as évalué le fait que tu avais une rupture transfixiante, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre une décision? Alors la question qui va se poser pour le chirurgien, c'est est-ce qu'il est recommandé, conseillé de réparer les tendons de la coiffe des rotateurs? Pour ça, il faut répondre à deux questions. Est-ce que le patient est demandeur? Est-ce que la situation justifie qu'on lui propose une chirurgie? Premièrement, il ne faut clairement pas opérer toutes les ruptures de coiffe. Deuxièmement, est-ce que j'ai des chances que mon opération fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des chances de faire cicatriser le tendon? D'abord, est-ce que le patient justifie d'une opération? Eh bien, on évalue le patient, son âge, son métier, ses activités, ses douleurs, sa plainte fonctionnelle. Un patient qui n'a pas de douleur, s'il a une rupture de coiffe, ne justifie pas pas de baisse de force, ne justifie pas d'une opération. Un patient qui ne se plaint de rien ne justifie pas d'être opéré. Bien sûr, on n'opère que des épaules souples. On n'opère jamais une rupture de coiffe raide. Et puis, est-ce que j'ai des chances que mon opération fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des chances de réparer le tendon? Est-ce que j'ai des chances que le tendon cicatrise? L'évaluation de la réparabilité, je l'ai dit, c'est avant tout la dégénérescence graisseuse et la rétraction du tendon. Les chances de cicatrisation, elles sont très diminuées chez le patient qui est fumeur, chez le patient qui est diabétique, chez le patient obèse. L'aspect péropératoire du tendon, la technique chirurgicale. Et vous voyez que j'ai mis en dernier item l'âge. L'âge, pour moi, est probablement le dernier critère qui va me permettre de trancher sur dois-je ou pas réparer une coiffe des rotateurs. On a tous des patients âgés qui ont des souffrances, qui ont des épaules, des tendons qui sont réparables. Un patient âgé qui est en échec du traitement médical doit pouvoir bénéficier d'une solution chirurgicale si c'est réparable et s'il a des chances de cicatriser. En d'autres termes, quand on a une rupture de la coiffe, si elle est réparable et qu'on évalue que le patient justifie d'une réparation, on répare. Si elle est non réparable, on pourra, et qu'on est en échec du traitement médical, on pourra lui proposer une ténotomie du biceps qui a souvent un effet antalgique significatif. On pourrait peut-être faire une réparation partielle, incomplète, et rétablir une balance entre la coiffe postérieure, rotateur externe et la coiffe antérieure. Et puis, il y a des techniques palliatives, des reconstructions capsulaires au biceps ou des transferts musculo-tendineux, comme le grand dorsal. Et puis, quand on est dans une situation dépassée avec une épaule qui est pseudo-paralytique ou avec une épaule qui est douloureuse avec une arthrose, alors ce sera l'indication d'une prothèse inversée. Comment on répare? Le plus souvent en chirurgie ambulatoire. Sur une épaule qui est souple, on n'opère jamais une épaule raide. Le patient va être immobilisé en post-opératoire dans une attelle. Il va débuter un programme de rééducation post-opératoire immédiatement après l'intervention. Il faudra anticiper l'arrêt de travail, il faudra anticiper une reconversion professionnelle. C'est essentiel de le faire avant d'opérer. En général, un métier non manuel, c'est 3 mois d'arrêt. Un métier manuel, c'est 6 mois d'arrêt. Et c'est éventuellement une reconversion professionnelle qu'il faut anticiper. Le patient doit être informé des risques de non-cicatrisation du tendon ou de capsulite post-opératoire, ce qui n'est pas une complication grave parce qu'elle finit par guérir, mais ce qui va allonger les suites de l'intervention. Alors, existe-t-il des gestes associés à ta réparation de la coiffe? Est-ce que tu fais d'autres? On parle souvent d'acromioplastie. Oui, alors les gestes associés sont fréquents pour l'acromioplastie. Quand on répare une coiffe, on associe souvent une acromioplastie, mais elle n'est pas systématique.
on fait souvent une ténotomie plus ou moins associée à une ténodèse du biceps, car la pathologie du biceps est souvent associée à la pathologie de la coiffe, s'associe souvent à une pathologie du biceps. Tu peux expliquer juste une demi-seconde ce que c'est que la ténotomie et la ténodèse? Oui, la ténotomie, on coupe simplement le biceps et on laisse filer le biceps, qui peut dans certains cas être responsable d'un Popeye syndrome, mais qui a rarement des conséquences fonctionnelles, qui est parfois responsable d'un cramping, mais qui finit le plus souvent par se résoudre spontanément. La ténodèse, j'ai fait une ténotomie du biceps, mais j'ai fixé le biceps dans sa gouttière. Ça a d'autres désinconvénients. Il y a moins de risque de Popeye. Par contre, il y a des fois des douleurs persistantes en regard du point de ténodèse. Deux choses importantes. La résection latérale de la clavicule, il doit être exceptionnel dans les réparations de coiffe. Ça, je l'ai bien montré lors d'un symposium de la Société française d'arthroscopie. Le coplanning claviculaire, c'est-à-dire la résection d'un ostéophyte inférieur, peut être utile quand on a un ostéophyte agressif pour la coiffe. Et la libération du nerf suprascapulaire associé à une réparation de coiffe est exceptionnelle. Alors maintenant, Philippe, on va passer au chapitre des omarthroses. Que faut-il retenir des omarthroses après avoir bien parlé des tendons? Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait une épaule qui était raide et douloureuse. Et par définition, on va avoir un bilan radiologique qui va être anormal. Alors, c'est une perte de mobilité associée à des douleurs et on a plusieurs types d'arthrose. La principale, l'arthrose primitive, qu'on appelait avant l'omarthrose centrée. Ensuite, l'arthropathie de coiffe, qui est une arthrose dite excentrée. Et puis, il y a un autre type, comme l'arthrose post-traumatique, avec ou sans calvicieux dans les suites d'un traumatisme ou d'une fracture. L'arthrose dans le cadre des instabilités qui n'ont pas été traitées et qui sont devenues chroniques. Une entité un peu particulière qui est l'ostéonécrose, qu'elle soit médicale, à la suite de prises médicamenteuses comme des corticoïdes par exemple, ou traumatiques. Et puis les arthrites inflammatoires dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes. Alors, on a dit que c'était un bilan radiologique qui n'était pas normal. Le patient a une épaule raide et douloureuse. Il a une diminution de ses amplitudes articulaires. Et sur le plan radiologique, on a un élargissement de la tête humérale, souvent avec des ostéophytes, le plus souvent au niveau de la tête inférieure. On peut avoir une usure qui est unie ou bipolaire. Et surtout, dans l'omarthrose primitive, on a une coiffe des rotateurs fonctionnelle. Alors, on a classé un petit peu ces omarthroses avec les omarthroses centrées, avec des glaines de type A1 ou A2. Elles sont centrées dans le plan coronal et axial, avec une usure du cartilage, et puis secondairement, une usure concentrique osseuse. L'omarthrose subluxante postérieure, de type B1 ou B2, avec un glissement progressif postérieure de la tête de l'humérus, venant progressivement user le cartilage sans la lésion osseuse en B1. Et en B2, on a une atteinte biconcave avec une usure bien sûr du cartilage, mais également de l'os. Et enfin, une entité un petit peu particulière de ces omarthroses primitives qui sont les dysplasies postérieures et que l'on retrouve en particulier dans les séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial à la suite d'une lésion neurologique. Alors, un petit mot sur l'omarthrose subluxante postérieure. C'est une lésion qui est centrée dans le plan frontal, donc c'est bien une omarthrose centrée, mais excentrée dans le plan axial. On a un recul progressif de la tête qui est d'origine inconnue, qui est assez douloureuse, qui touche plutôt les hommes, mais les hommes jeunes, on peut avoir des arthroses subluxantes postérieures à 45 ans, avec une coiffe tout à fait saine. Donc, c'est difficile de les prendre en charge parce que la décision thérapeutique n'est pas facile. Alors, le principe du traitement de l'arthrose, c'est qu'il faut exploiter le traitement médical au maximum et utiliser tout ce qui est à notre disposition. Les anti-inflammatoires, les antalgiques, la rééducation, ça va plaire à certains, apporter un bénéfice à d'autres et pas au troisième, que ce soit à sec ou en balnéo. Les infiltrations toujours sous contrôle scopique et en particulier gléno-huméral. L'association d'un traitement de viscosupplémentation et PRP plus récemment qui apporte quelques bénéfices mais qui reste à démontrer sur le plan des épaules, et puis toutes les méthodes que les patients utilisent à leur propre compte, l'argile, les huiles essentielles, etc.
Alors l'âge, est-ce que c'est un facteur? Alors c'est difficile à l'éliminer dans la mesure où on a ici le cadre d'un jeune qui avait une polyarthrite rhumatoïde avec une destruction rapide et massive de son cartilage, responsable de douleurs très intenses. Et finalement, on lui a mis une prothèse, une hémiprothèse en pyrocarbone avec un résultat fonctionnel tout à fait satisfaisant puisqu'il a une bonne élévation antérieure. Et chez le senior, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépendra un petit peu de la situation du patient. En réalité, dans l'arthrose et dans l'homarthrose, le problème, c'est la glène. Et c'est l'évaluation du capital osseux qui va nous dire si, au fond, il y a une urgence ou pas à prendre une décision. Alors, par exemple, chez cette patiente, on a bien une homarthrose centrée, primitive, qui est responsable de douleurs nocturnes. Le traitement médical, on a tout essayé, les infiltrations, la rééducation, les anti-inflammatoires, ça ne marche pas longtemps. On sent que son épaule est raide, en actif, douloureuse, et elle, c'est une excellente candidate à la prothèse. À l'inverse de cette patiente qui a une homarthrose, une arthropathie de la coiffe, qui elle a une lésion radiologique nettement plus importante, mais un résultat fonctionnel bien meilleur. On voit qu'elle a une limitation de la rotation externe active parce qu'elle a une rupture de coiffe associée, mais par contre, elle va plutôt bien et les Doliprane suffisent. Donc, l'adage, on opère les patients, pas les radios. Et voilà, par exemple, un patient opéré d'une prothèse inversée de l'épaule, qui a 80 ans, c'est un ancien militaire. Il reprend le tennis après 1 an. On a fait une grosse rééducation avec un énorme renfort de ses fixateurs d'omoplate. Je ne sais pas si vous voyez un peu la capacité qu'il a en rotation externe. Alors, il ne fait pas rigoler parce que c'est un ancien militaire. Mais alors, c'était un gros objectif pour lui, c'était de reprendre le tennis. Donc, la prothèse, dans certains cas, n'empêche pas une reprise sportive. Et on a donc des objectifs et une ambition pour nos patients. Il faut rester à leur écoute. Alors, justement, on parlait des prothèses. Qu'est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce qu'on peut retenir des prothèses d'épaule? Qu'on pourrait mettre un S à prothèse, quand on met des prothèses d'épaule. Non, il faut juste, je vais dire quelques mots sur la prothèse d'épaule. L'articulation gléno-humérale, c'est une articulation qui est non contrainte. Il est essentiel d'avoir un centre de rotation qui est fixe. Et je vous ai parlé de balance entre le deltoïde et la coiffe, balance verticale. La coiffe permet de maintenir ce centre de rotation fixe. Il ne faut pas oublier dans l'articulation de l'épaule l'articulation scapulo-thoracique. Alors, il y a des muscles qui participent à cette articulation scapulo-thoracique. Les prothèses anatomiques, c'est remplacer les surfaces articulaires à l'identique, on reconstruit l'anatomie. Elles sont utilisées quand on a une altération des surfaces articulaires sur la versant glénoïdien, sur le versant huméral. Et les indications principales, c'est les homarthroses primitives, tu l'as dit, les arthrites inflammatoires, les ostéonécroses atraumatiques. Il y a 2 problèmes principaux aux prothèses anatomiques. C'est les ruptures secondaires des tendons de la coiffe des rotateurs et c'est les décellements glénoïdiens. Donc, il faut être préparé à reprendre une prothèse anatomique qui aurait une complication, une de ces 2 complications secondairement. Mais le gold standard de la prothèse d'épaule, ce qui donne les meilleurs résultats, ce sont les prothèses anatomiques. Les implants ont considérablement évolué. Voilà des exemples d'implants avec des stemless, avec des tiges courtes, avec des implants glénoïdiens qui sont beaucoup plus performants. Bref, tout ça a considérablement évolué. Bien entendu, le grand progrès de la prothèse d'épaule, ce sont les prothèses inversées. Alors, ces prothèses inversées, elles ont été imaginées d'abord entre les années 60 et les années 80. Il y a eu plein de modèles qui ont été dessinés un peu inspirés de la prothèse de hanche. Elles n'ont pas fonctionné parce qu'elles se sont décellées très vite. Et en fait, l'idée de la prothèse inversée, c'est un point de rotation fixe. C'est un centre de rotation qui est médialisé et c'est vraiment Paul Gramont qui, avec sa prothèse,
en termes de prothèse inversée, où il a médialisé, il a fixé le centre de rotation, a permis de faire fonctionner ces prothèses sans complications. Donc, en fait, sa grande idée, ça a été un point de rotation fixe avec une distalisation et une médialisation de l'humérus. Il y a un prix à payer à la médialisation. C'est une diminution de la rotation externe et interne, c'est l'instabilité, c'est une perte du contour de l'épaule qui est un peu inesthétique. Et puis, c'est un risque d'encoche scapulaire où l'humérus vient buter sur la glène, comme on le voit ici. Il y a un prix à payer à la distalisation. On ne peut pas distaliser autant qu'on le souhaite. D'abord parce qu'on tire sur les nerfs, il peut y avoir des lésions nerveuses. Puis on tire aussi sur l'épine de la scapula, il peut y avoir des fractures secondaires. Il faut bien comprendre que dans l'articulation gléno-humérale, dans la biomécanique, de 0 à 30 degrés, c'est la gléno-humérale qui fonctionne. Au-delà de 30 degrés, quand vous faites 3 degrés d'élévation, il y a 2 degrés dans la gléno-humérale, 1 degré de mobilité dans la scapulo-thoracique. Et quand vous mettez une prothèse inversée, vous mettez la mobilité scapulo-thoracique est beaucoup plus utile, enfin, est beaucoup plus sollicitée que l'articulation gléno-humérale. On a à peu près moitié de mobilité dans la gléno-humérale, moitié de mobilité dans la scapulo-thoracique. Donc, la scapulo-thoracique joue un rôle très important après la mise en place d'une prothèse inversée. Les indications de ces prothèses inversées sont très importantes. Toutes les arthropathies de la coiffe des rotateurs, les omarthroses primitives avec des usures glénoïdiennes postérieures dans les glènes B2, B3, tu nous as dit, dans les reprises de prothèses anatomiques, dans les cas de tumeurs, dans les séquelles de fractures, le plus souvent maintenant dans les rhumatismes inflammatoires et dans les fractures complexes du sujet âgé. Il y a quand même cette situation tout à fait particulière où on peut être amené à mettre une prothèse sans arthrose, c'est quand on a une épaule qui est pseudo-paralytique. La seule possibilité de redonner de la mobilité en élévation antérieure active chez un patient qui a une subluxation antéro-supérieure de la tête humérale suite à une rupture de coiffe, c'est la mise en place d'une prothèse. Donc, on peut mettre une prothèse d'épaule sans arthrose quand elle est pseudo-paralytique. Il y a 2 points faibles majeurs à la prothèse inversée, c'est quand elle se luxe, et ça, c'est un vrai problème. C'est heureusement pas très fréquent, mais quand ça arrive, c'est un vrai souci. Et ce sont les infections. Sachez qu'il y a maintenant des gammes extrêmement complètes de prothèses inversées. Il n'y a plus une prothèse d'épaule, il y a des prothèses d'épaule pour des indications différentes, fractures, arthrose, arthropathie de la coiffe, etc. Et que le chirurgien maintenant va être de plus en plus armé pour traiter ces patients avec des prothèses. Voilà, je voulais vous remercier. On a fini, on est à 41 minutes. Ça a été long, le sujet était vaste. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir fait partager toute ton expérience clinique et médicale de l'épaule. Si on vous a présenté ce topo à 2, c'est bien que l'épaule, c'est une articulation médico-chirurgicale et c'est bien de la prendre en charge en binôme. Tout à fait, je te remercie. Donc, on reste ouvert à des éventuelles questions.